Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc, nous allons présenter aujourd'hui la physiopathologie de la nutrition et de la nutrition, toujours dans le cadre de nos cours pour les troisième années, dans le module de physiopathologie. Donc, nous attendons un peu que le nombre d'auditeurs augmente. Alors, il faut savoir que la nutrition ou la dénutrition en milieu hospitalier est une entité qui est souvent négligée par nous, par les praticiens. Alors qu'elle est d'une importance capitale dans la prise en charge des malades. Parfois, donc, beaucoup de complications ou d'événements indésirables sont directement ou indirectement liés aux problèmes nutritionnels. La connaissance des aspects physiopathologiques de la nutrition va vous permettre de comprendre l'importance ou la place de la nutrition dans la prise en charge de nos patients. Et donc, ça sera le principal objectif en fait de notre présentation d'aujourd'hui, ça sera d'inculquer ou de vous faire de vous convaincre de l'importance de la place de la nutrition dans la prise en charge des malades. Euh, dans en fait, vous verrez, c'est dans toutes les spécialités où cette nutrition peut avoir un impact dans la prise en charge et dans le pronostic de nos patients. Voilà, donc on peut commencer. Donc, les objectifs de notre présentation aujourd'hui, ça sera bien sûr, comme je viens de le dire, de comprendre l'importance de la nutrition au milieu hospitalier, en, en acquérant les bases de la physiopathologie, de la nutrition et de la dénutrition chez l'adulte. Donc, nous parlons aujourd'hui d'adultes. Bien sûr, afin de comprendre l'intérêt de l'évaluation de l'état nutritionnel des patients. Pour cela, donc, le plan est simple. On va commencer par certaines définitions, refaire un rappel simple de bioénergétique qui va nous permettre de comprendre les mécanismes de la dénutrition et les conséquences physiopathologiques de celle-ci. Et enfin, nous verrons quelques implications, nombreuses en fait, sont les implications de la compréhension de la nutrition, mais nous allons essentiellement revoir une entité ou une entité nosologique qui est le syndrome de renutrition inappropriée. Donc, notre présentation aujourd'hui va s'axer essentiellement à comprendre les mécanismes de la dénutrition, de la physiologie jusqu'à la physiopathologie. Comment pouvons-nous définir la dénutrition? En fait, on parle de dénutrition protéino-énergétique. Donc, il faut comprendre que la dénutrition protéique et la dénutrition énergétique doivent être, elles doivent être comprises dans leur entité complète. Donc, le fonctionnement de l'organisme dépend de l'énergie apportée par la nutrition et aussi des fonctions protéiques associées. Donc, la dénutrition protéino-énergétique résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins protéino-énergétiques. Donc, c'est ça globalement la définition simple de la dénutrition. Avec une perte tissulaire qui va avoir des conséquences délétères sur le fonctionnement de l'organisme et cette perte tissulaire avec dysfonction, dysfonction de l'organisme va faire la différence avec ce qu'on appelle l'amaigrissement, qui est une forme de perte tissulaire ou de perte pondérale sans altération fonctionnelle, donc qui n'est pas délétère. La dénutrition est une perte qui est involontaire, alors que l'amaigrissement peut être volontaire ou non volontaire. Donc, c'est une définition qui est simple, mais qui est un peu réductrice, en fait. Pourquoi? Parce que quand nous voyons
Donc, voilà ce que nous venons de dire, en fait, pour résumer. Donc, la dénutrition est un déséquilibre entre les apports et les dépenses. Donc, quand on peut avoir soit une diminution des apports avec des dépenses qui sont maintenues, par exemple dans le cas de l'anorexie mentale ou chez le sujet âgé. Nous pouvons avoir une diminution des apports et une augmentation des dépenses, par exemple dans le cas des pathologies générales telles que les néoplasies ou le sida. Et nous pouvons avoir des apports qui sont maintenus ou absents, avec une augmentation importante des dépenses, comme dans le cadre des pathologies sévères de réanimation, donc des grands brûlés ou des traumatismes sévères, etc. Donc, l'association de ces phénomènes va aboutir à la dénutrition. Nous allons passer rapidement en revue les principaux éléments de bioénergétique, c'est-à-dire en fait comment est-ce que le métabolisme fournit ou arrive à fournir l'énergie nécessaire au travail, au fonctionnement de l'organisme et à la structure de l'organisme. Donc pour cela, le métabolisme, donc, on peut le diviser en deux grandes voies, des voies de catabolisme, c'est-à-dire des voies qui vont à partir de substances que nous appelons nutriments, que ce sera essentiellement, on verra, le glucose et certains acides aminés, par exemple, ou les acides gras, les lipides. À partir de ces nutriments, nous allons avoir de l'ATP, donc qui est la seule forme d'énergie utilisable par l'organisme. Donc le catabolisme fournit de l'ATP. Cet ATP va être utilisé par l'organisme sous forme donc d'une réaction qu'on appelle des réactions anabolytiques, c'est-à-dire de l'anabolisme, des réactions de formation, soit des formations bien sûr de substances structurales ou fonctionnelles telles que les protéines, et ou un travail. Ce travail va bien sûr va permettre le fonctionnement de l'organisme, tel que la circulation sanguine, la contraction musculaire, la digestion et les autres phénomènes d'absorption, de sécrétion, etc. Donc, ces deux voies de catabolisme et d'anabolisme sont complémentaires. Donc, l'une va bien sûr fournir l'ATP et l'autre va permettre le fonctionnement de l'organisme et de toute cette machinerie cellulaire. Donc, si nous résumons le métabolisme, nous parlerons donc de nutrition ou de dégradation des nutriments qui sera couplé à un autre mécanisme qui est la respiration. Donc, en fait, la nutrition et la respiration, ce sont deux faces d'une même pièce. Donc, leur objectif final est de fournir l'énergie sous forme d'ATP, donc qui est, comme nous avons dit, la seule source d'énergie utilisable par l'organisme. Cet ATP va être à l'origine donc du travail et de l'anabolisme de l'organisme. Donc les nutriments vont être dégradés. En fait, l'objectif final, c'est de fournir de l'hydrogène à l'organisme sous forme de NADH+ ou de FADH2. Cet hydrogène, bien sûr, provient de tous les nutriments que nous connaissons. Comme vous le savez, les substances nutritives, ce sont des substances organiques qui contiennent du carbone, de l'oxygène, de l'azote, mais aussi et surtout de l'hydrogène, qui est donc la principale source de notre énergie, puisque la réaction, c'est hydrogène plus oxygène, donne H2O plus énergie. Et bien sûr, cette dégradation des nutriments va fournir ou va être donc responsable de formation de déchets tels que le CO2 et l'urée ou l'ammoniac, donc qui sont les déchets azotés. Une partie faible et surtout transitoire du catabolisme de certains nutriments va fournir de l'énergie directement sans passer par la respiration, c'est-à-dire sans passer par la réaction hydrogène-oxygène, en fournissant donc du lactate
donc qui est le déchet de cette voie métabolique, et fournissant directement de l'ATP. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle la voie anaérobique ou de fermentation lactique. Donc, comme nous avons dit, c'est les nutriments qui vont fournir cette énergie, cet ATP. Le principal nutriment à l'origine donc de l'énergie ou à l'origine de notre stock d'ATP, c'est le glucose. Le glucose, donc, qui est un sucre, va pénétrer directement donc, la cellule à travers les transporteurs passifs que sont les GLUT. Et pour qu'il n'y ait pas une sortie donc, de ce glucose par gradient de concentration, il va y avoir sa phosphorylation. Donc, à chaque fois qu'un glucose rentre dans la cellule, il sera obligatoirement phosphorylé pour l'empêcher de ressortir. Cette phosphorylation va bien sûr consommer de l'ATP. En fait, c'est comme si il y avait un investissement dans la réaction de glycolyse. On investit dans le début des réactions de l'ATP pour en récupérer plus à la fin, comme vous pouvez le voir, à la fin de la glycolyse, même en absence de respiration ou de fermentation lactique, nous avons donc de l'ATP qui va être fourni. Donc 4 ATP alors que nous avons consommé 2 ATP. Donc, le métabolisme du glucose, comme nous venons de dire, va commencer par sa pénétration, sa phosphorylation. Le glucose va en fait suivre deux grandes voies, soit la voie qui va nous permettre de fournir de l'énergie, qui est la voie de glycolyse, soit si l'organisme ou si le stock d'ATP est suffisant, le glucose qui est donc dans la cellule va être transformé en sa forme de réserve, qui est le glycogène. Donc, comme vous pouvez le voir, cette flèche est à double sens. Le glycogène peut être formé à partir du glucose et le glucose peut provenir de la dégradation du glycogène. Donc, la finalité de la glycolyse, ça sera la formation du pyruvate. Ce pyruvate va pénétrer dans la mitochondrie sous forme d'acétyl-CoA, enfin, pour former l'acétyl-CoA, qui va pénétrer donc dans le cycle de Krebs et fournir de l'ATP après la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène, comme nous venons de le dire, c'est la respiration. Ou alors, il va y avoir donc la transformation du pyruvate en lactate. L'objectif, c'est essentiellement de refournir donc des substances d'oxydoréduction pour continuer la glycolyse et ne pas accumuler de pyruvate. Le lactate, donc, qui va être éliminé, pourra être réutilisé par d'autres cellules, essentiellement par le foie, pour fabriquer à nouveau du pyruvate et revenir pour la fabrication du glucose dans la forme de ce qu'on appelle donc l'anéoglucogénèse. Donc, ces voies de fourniture ou ces voies de production de lactate à partir de la glycolyse et à partir de la lactate déshydrogénase, la LDH, est faite dans beaucoup de tissus anaérobiques tels que les cellules musculaires, mais aussi et surtout dans le globule rouge qui est exclusivement glucodépendant et exclusivement anaérobie, c'est-à-dire que comme ils ne contiennent pas de mitochondries, le globule rouge va permettre de fournir une grande quantité de lactate pour le foie qui va le transformer en glucose grâce à la néoglucogénèse, donnant ce qu'on appelle donc le cycle de Cori. Pour ce qui est des lipides, donc la deuxième source d'énergie de l'organisme, ce sont les acides gras libres ou acides gras non estérifiés, AGNC. Donc ces acides gras vont pénétrer la cellule et par de multiples réactions de bêta-oxydation fournir beaucoup, donc
d'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA, enfin c'est acyl-CoA en fait au début, après au fur et à mesure il y aura une dégradation jusqu'à arriver à plusieurs acétyl-CoA, donc qui pourront être eux-mêmes stockés sous forme donc de triglycérides avec le glycérol, donc qui est l'équivalent du glycogène pour les lipides, et bien sûr la réaction est. Et donc ces corps cétoniques, comme nous venons de le dire, ces corps cétoniques dans certaines conditions vont être produits à partir donc d'acétyl-CoA et pourront diffuser à travers des transporteurs donc de la mitochondrie vers l'extérieur de la cellule et être utilisés par d'autres cellules, donc les cellules qui ont besoin d'énergie pour revenir. Donc, ils peuvent rentrer. Et donc, comme nous venons de voir, la transformation de l'acétyl-CoA en corps cétonique ou des corps cétoniques vers l'acétyl-CoA, ce sont des réactions donc, qui se font dans les deux directions, bidirectionnelles. Pour résumer et pour faire très simple, pour fournir de l'énergie à l'organisme, nous avons besoin de nutriments. Ces nutriments sont soit le glucose avec la voie de la glycolyse, qui va produire du pyruvate, qui va, dans des conditions d'anaérobie, produire du lactate, dans les conditions d'aérobie, produire de l'acétyl-CoA qui va rentrer dans le cycle de Krebs. Ou bien, deuxième source d'énergie, les acides gras libres, à partir donc de la bêta-oxydation, fournir soit donc de l'acétyl-CoA, soit qui va être transformé en corps cétonique pour être utilisé par d'autres cellules, donc à partir du foie vers d'autres cellules, ou alors donc l'acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs. Donc nous n'avons pas la possibilité en fait de produire du glucose à partir des acides gras. Ce sont deux voies de production d'énergie, deux voies qui vont donner de l'acétyl-CoA, mais ces voies-là ne peuvent pas se rejoindre et donc les acides gras ne peuvent pas se suppléer au glucose. Et c'est ça, en fait, le principal point qui va faire toute la cascade de la dénutrition. C'est que les acides gras, qui sont une source d'énergie, le glucose, qui est lui-même une source d'énergie, ce sont des sources d'énergie qui ne peuvent pas se rejoindre, qui ne peuvent pas, donc il n'y a pas de possibilité d'échanger les acides gras par du glucose ou le glucose par les acides gras. Or, certains tissus de l'organisme ne peuvent pas dégrader les acides gras parce qu'ils sont déficitaires en enzymes de bêta-oxydation ou alors parce que les acides gras n'y pénètrent pas, tels que le système nerveux central. Donc, le système nerveux central est incapable d'utiliser les acides gras comme source d'énergie. Donc, il va obligatoirement utiliser une autre source. Il va préférentiellement utiliser le glucose, mais dans certaines conditions, il peut utiliser les corps cétoniques. Donc, les corps cétoniques peuvent être utilisés par le cerveau pour produire de l'énergie en substitution du glucose. Au final, donc, nous avons deux voies parallèles, la voie de la lipolyse et la voie de la glycolyse, qui vont se rejoindre pour la synthèse de l'acétyl-CoA et pour donner, donc, à partir du cycle de Krebs, de l'énergie. Pour ce qui est des protéines, par contre, la protéolyse peut fournir de l'énergie directement à partir des acides aminés ou alors à partir des acides aminés former du glucose. Donc, par contre, la voie entre les protéines et les glucides est interchangeable. Et c'est là le deuxième point important qu'il faut comprendre pour la dénutrition, c'est qu'on peut produire du glucose à partir d'acides aminés dits glucoformateurs, dont le chef de file et le principal physiologiquement est l'alanine. Donc, les protéines
peuvent fournir de l'énergie, les protéines peuvent fournir des glucides. Or, les protéines ne sont pas des substances de réserve pour l'organisme. Contrairement au glycogène et aux triglycérides qui sont des substances de réserve, qui n'ont pas d'autre fonction que la fonction réserve d'acide gras pour les triglycérides et de glucose pour le glycogène, les protéines ne sont pas une réserve d'acides aminés. Les protéines, ce sont des substances qui ont des fonctions enzymatiques, des fonctions structurales, mais qui ont toujours des fonctions. Donc, toute production ou toute dégradation de protéines pour fournir de l'énergie va induire une diminution de la fonction des protéines, une diminution de la fonction cellulaire. Et c'est là où se pose tout le problème. Donc, comme nous venons de le dire, il est possible de synthétiser du glucose à partir d'acides aminés. Il n'est pas possible de produire du glucose à partir d'acides gras. Donc, pour produire du glucose à partir d'acides aminés, qu'est-ce que nous avons? Nous avons besoin donc d'acides aminés glucoformateurs, qui est l'alanine. Cette l'alanine, donc, qui est présente en petite dans l'organisme. Pour pouvoir la synthétiser, il y a ce cycle qu'on appelle le cycle de Cahill ou le cycle alanine-glucose qui va synthétiser de l'alanine à partir du pyruvate produit par le glucose, enfin produit par la glycolyse au niveau des muscles. Mais pour produire de l'alanine, il faut dégrader des acides aminés, essentiellement les acides aminés ramifiés tels que la leucine ou la lysine par exemple. Ces acides aminés ramifiés vont fournir l'azote pour transformer le pyruvate en alanine. Donc, ce cycle doit forcément utiliser les acides aminés ramifiés pour pouvoir être alimenté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on produit du glucose au niveau du foie, nous allons perdre de l'azote par forme donc essentiellement d'urée, puisque l'azote va rentrer, l'alanine plutôt va rentrer dans le cycle de l'uréogénèse. Et donc, toute fabrication de glucose à partir d'acides aminés va induire la perte d'azote. Cet azote doit être fourni par d'autres acides aminés que sont donc les acides aminés ramifiés. Or, les acides aminés ramifiés ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Ce sont des acides aminés dits essentiels. Donc, cette problématique de synthèse de glucose à partir d'acides aminés qu'on appelle la néoglucogénèse va forcément aboutir à l'élimination d'azote et donc forcément aboutir à l'élimination d'acides aminés et donc forcément aboutir à l'élimination de protéines, essentiellement à partir des muscles. Nous appelons ça l'autocannibalisme. Donc, pourquoi fournir du glucose? Parce qu'il y a des tissus qui sont glucodépendants complètement, tels que les érythrocytes essentiellement, et les cellules immunitaires. La médullaire rénale, ce sont des tissus qui ne peuvent pas utiliser d'autres sources de catabolisme que le glucose. Le cerveau, lui, comme nous l'avons vu, est fortement glucodépendant, mais pas totalement. Il peut utiliser une autre source d'énergie que sont les corps cétoniques, mais il ne peut pas utiliser les acides gras. D'autres tissus, par contre, sont faiblement glucodépendants, donc c'est tous les tissus de l'organisme, essentiellement les cellules musculaires et, par exemple, le myocarde, qui peuvent utiliser les acides gras, les corps cétoniques ou toute autre forme donc, de substance à des fins énergétiques. Donc, pour résumer, la problématique, c'est la source d'énergie pour l'organisme. La source de l'énergie pour l'organisme est fournie soit par le glucose, soit par les acides gras. Certains tissus ne peuvent pas utiliser autre chose que le glucose. D'autres vont utiliser essentiellement le glucose, mais peuvent utiliser le corps cétonique, c'est le cas du cerveau. Si nous n'avons pas des apports de glucose, nous allons utiliser
les acides aminés pour fabriquer du glucose, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser autre chose que les acides aminés essentiellement en fait. Il y a les lactates, un peu, le glycérol, mais c'est une faible quantité. Mais les acides aminés vont être utilisés pour synthétiser du glucose dans ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et c'est là le centre de la problématique de la dénutrition. Passons maintenant donc au mécanisme de la dénutrition et comprenons un peu plus en détail ces phénomènes. Donc nous avons comme deux grands mécanismes schématiquement, la carence d'apport ou bien les augmentations des besoins. Si nous réfléchissons d'une façon basique, il n'y a pas de différence entre ces deux formes. En réalité, la différence est énorme, on va le voir. Donc, le premier mécanisme, c'est la dénutrition par carence d'apport. Pour comprendre la dénutrition par carence d'apport, nous allons revoir rapidement la physiologie du jeûne. Donc, après un repas, il y a 4 phases qui peuvent se succéder après un dernier repas, nous allons dire. La première phase, c'est la glycogénolyse. La glycogénolyse postprandiale ou la phase post-absorptive. Cette phase, donc, où nous avons du glycogène qui a été produit à partir donc, de la phase d'absorption de glucose. Ce glycogène va être utilisé par le foie, par les muscles, donc qui sont donc les deux principales réserves de glycogène, pour produire du glucose pour leur fonctionnement. Cette glycogénolyse va prendre environ 24 à 36 heures. Donc, nous avons un stock maximal de 24 à 36 heures de glycogène pour l'utilisation postprandiale. Si cette phase de glycogénolyse postprandiale est dépassée, nous allons passer à une deuxième phase que nous appelons donc la phase de néoglucogénèse. Donc, cette phase de néoglucogénèse est une phase de compensation de l'épuisement du glycogène. Donc, nous allons synthétiser du glucose, comme nous avons dit, à partir de substrats non glucidiques. Le lactate, qui n'est pas produit en assez grande quantité puisque nos tissus sont en aérobie. Le glycérol, qui est produit en quantité non suffisante. Ça sera essentiellement, donc la source essentielle de la néoglucogénèse, ce sont les acides aminés et comme nous avons dit dans le chef de file et l'alanine. Donc cette phase va être à l'origine d'une dégradation musculaire, d'une dégradation des cellules, enfin des fibres musculaires que nous avons appelé une phase d'autocannibalisme. Donc, cette phase de dégradation des protéines musculaires va fournir les acides aminés nécessaires à la néoglucogénèse et compenser cet épuisement de glycogène. Quelques jours après, 5, 6, une semaine, après cette phase de néoglucogénèse, nous allons passer à une phase de lipolyse plus active et surtout de cétogénèse. C'est-à-dire que nous allons synthétiser des corps cétoniques à partir d'acides gras pour que le cerveau puisse fonctionner avec une moindre quantité de glucose, ce qui va permettre de diminuer la protéolyse, de diminuer la néoglucogénèse et de maintenir le stock de protéines dans l'organisme. Cette phase peut durer plusieurs semaines, donc où nous aurons une compensation ou une diminution de la protéolyse pour ne pas dégrader les protéines, puisque comme nous avons dit, les protéines ne sont pas des réserves d'acides aminés, mais ce sont véritablement des substances fonctionnelles. La quatrième phase, par contre, est une phase plutôt de déclin. En fait, c'est une phase qui précède le décès si la carence d'apport dure trop longtemps. Et c'est généralement une reprise de la néoglucogénèse avec donc une dégradation musculaire qui devient importante, aboutissant au décès. Donc, ces phases-là, on peut les résumer ici, comme vous pouvez le voir dans cette courbe. Nous avons une phase de glycogénolyse qui dure 24 à 36 heures, qui est la phase post-absorptive.
où nous avons, comme vous pouvez le voir sur la courbe violette, une diminution du stock de glycogène. Puis nous aurons une phase de néoglucogénèse qui va être augmentée avec une baisse, comme nous avons dit, des stocks de protéines. Donc nous aurons une protéolyse avec catabolisme musculaire pour synthétiser du glucose afin de fournir de l'énergie au système nerveux central. Mais cette phase va durer un moment. Après, cette phase de néoglucogénèse va diminuer et ça sera la lipolyse et la cétogénèse qui vont prendre le relais pour permettre la conservation des protéines. Donc, nous aurons le minimum de dégradation musculaire et le maximum d'utilisation des acides gras et des corps cétoniques pour fournir de l'énergie essentiellement au système nerveux central à la place du glucose. Qu'en est-il maintenant de la dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques? Ces phénomènes d'utilisation de substances non glucidiques pour la synthèse du glucose vont persister. Mais ils vont persister avec donc une augmentation de la dégradation musculaire, la protéolyse, comme nous venons de dire, une diminution de la captation du glucose par les tissus insulinodépendants, c'est-à-dire les muscles, le tissu adipeux et le foie, à cause en fait d'une insulinorésistance acquise lors de l'agression. Donc, nous aurons une quantité de glucose qui sera produite par la néoglucogénèse et la glycogénolyse, jusqu'à épuisement, bien sûr, du glycogène, comme nous avons dit, et la néoglucogénèse qui va persister. Cette néoglucogénèse qui va persister ne va pas être compensée par la cétogénèse, puisque quand on a une agression tissulaire, il n'y a pas de cétogénèse suffisante parce que le glucose est en quantité importante dans la circulation sanguine. Donc, nous n'aurons pas cette phase de diminution du glucose. Il y a une insulinorésistance, une augmentation de glucose, mais pas de cétogénèse. Et donc, ça sera la protéolyse qui va persister durant toute la période de dénutrition. Donc, nous avons une protéolyse qui va être à l'origine bien sûr, de la fabrication des acides aminés, mais ça va aboutir aussi à une diminution des fonctions protéiques, à une diminution des fonctions de l'organisme. Donc, nous voyons ici la différence entre la dénutrition, la réponse métabolique, pardon, à une dénutrition par diminution des apports, c'est-à-dire le jeûne, ou par augmentation des besoins, c'est-à-dire lorsqu'on a un stress énergétique, un stress de l'organisme. Donc, dans le jeûne, nous avons une diminution des dépenses, alors que dans le stress, nous avons une augmentation des dépenses. Dans le jeûne, nous avons une diminution de la protéolyse, alors que dans le stress, nous aurons une augmentation importante de la protéolyse. Nous avons vu que dans la troisième phase de jeûne, la protéolyse est minimale et la lipolyse sera maximale, alors que dans le stress, la protéolyse va persister pendant toute la durée de cette augmentation des dépenses. Donc la balance azotée, c'est-à-dire les entrées protéiques moins les sorties azotées en urée, va être diminuée dans les deux cas, mais elle sera essentiellement très diminuée en cas de stress. La néoglucogénèse, dans la phase de conservation, donc la troisième phase, la phase lipolytique et cétogénique, est diminuée en cas de jeûne, alors qu'elle persiste en cas de stress parce qu'elle n'est pas compensée par la cétogénèse. Donc, pourquoi est-ce que nous avons cette différence? Cette différence réside dans la réponse hormonale et inflammatoire, ce qu'on appelle donc la réponse immuno-inflammatoire de l'organisme à l'agression. Donc, quand nous avons une agression, les hormones de contre-régulation seront
augmenter. Nous avons beaucoup de cortisol, beaucoup de catécholamines, de glucagon par exemple. Les cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha est augmenté. On sait très bien que le TNF-alpha induit une insulinorésistance. Donc, tous ces phénomènes d'augmentation des cytokines pro-inflammatoires et d'augmentation des hormones de contre-régulation vont induire une insulinorésistance tissulaire, donc une insulinorésistance du tissu adipeux et des muscles et aussi du foie. Cette insulinorésistance va aboutir à une néoglycogénèse importante avec fabrication donc, de glucose pour le fonctionnement des tissus totalement ou fortement glucodépendants comme le cerveau, la médule rénale et les cellules immunitaires. Mais cette augmentation de glucose ne peut se faire que essentiellement par la néoglucogénèse à partir donc du cycle de Cori et du cycle de Cahill qui va fournir l'alanine. Et donc, cette phase de protéolyse va persister, va être majorée parce qu'il n'y a pas de cétogénèse dans les agressions de l'organisme, dans les agressions aiguës. Le glucose est augmenté et la cétogénèse est inhibée. Donc, qui joue un rôle central dans cette dégradation musculaire avec le glucagon vont permettre de fournir une grande quantité de glucose et donc ne pas être l'organisme ne va pas produire de corps cétonique. Voilà un peu un tableau qui résume les étiologies de dénutrition avec ce qu'on appelait donc la dénutrition exogène par carence d'apport et la dénutrition endogène par augmentation des besoins. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des pathologies qui peuvent être à l'origine d'une augmentation des apports, d'une diminution des apports tels que le cancer et en même temps d'une augmentation des besoins, donc dans le cadre ici, par exemple, des cancers. Voilà. Donc, que la dénutrition protéino-énergétique est délétère ou pourquoi est-ce qu'on a ces conséquences? Essentiellement parce qu'il y a une perte de protéines. Donc, plus la perte de protéines est importante, plus la dénutrition est grave. Pourquoi? Parce que c'est les protéines qui ont des fonctions et c'est leur perte qui va induire la diminution des fonctions de l'organisme. Donc, nous aurons un retard de cicatrisation parce qu'il y a un défaut de fabrication des protéines du tissu conjonctif, un défaut donc une quantité moindre et en qualité moins bonne, une diminution de la force musculaire avec retentissement sur l'autonomie de la personne et sur la respiration, par exemple, mais aussi la musculature cardiaque. Donc, nous aurons donc des troubles, une diminution donc, de la une insuffisance cardiaque qui peut s'installer. Et nous avons aussi des conséquences immunitaires avec un déficit immunitaire. Voilà un peu donc une liste des conséquences fonctionnelles de la dénutrition sur tous les organes, tube digestif, avec atrophie villositaire, malabsorption, le poumon, insuffisance respiratoire, infection respiratoire, le rein, diminution de la fonction rénale et de la fonction tubulaire, le cœur, diminution donc de la fonction cardiaque et du débit cardiaque, la peau avec la mauvaise cicatrisation, les os, etc. etc. Et tout cela va aboutir à un cercle vicieux où dénutrition et déficit immunitaire vont induire des infections qui vont augmenter les besoins de l'organisme, hypermétabolisme et anorexie vont induire un cercle vicieux de la dénutrition. J'espère que ce bref rappel physiologique et physiopathologique où donc nous nous sommes concentrés sur les véritables causes
de la dénutrition simplifiée pourront vous permettre de mieux vous impliquer dans la prise en charge nutritionnelle de vos patients, où fournir du glucose est important pour empêcher la protéolyse chez les patients agressés et fournir les éléments protéino-énergétiques nécessaires est capital dans la prise en charge. Donc, en pratique, beaucoup d'intérêt de ces connaissances physiopathologiques. Quelles sont les dépenses énergétiques de l'organisme chez un patient donné? Est-ce que je peux lui donner plus? Ou est-ce que ce que je lui donne est égal ou inférieur à ses dépenses? Donc, il est difficile d'évaluer ça et plusieurs techniques peuvent être utilisées. Est-ce qu'il faut utiliser une nutrition entérale ou une nutrition parentérale? Y a-t-il des différences? Donc, comme nous le savons, la nutrition entérale est préférentielle, mais il faut toujours alimenter le patient. Euh, si la nutrition entérale est impossible, il faudra penser à une autre voie, donc à des voies parentérales. Il faut savoir évaluer la dénutrition des patients. Il y a plusieurs échelles pour cela. Et pour chaque niveau de dénutrition, nous aurons une stratégie nutritionnelle adéquate. L'immunonutrition, vu que la nutrition est un élément central dans le système immunitaire, il faut savoir donc utiliser la nutrition pour renforcer le système immunitaire. Et comme nous avons dit, il y a des phénomènes, quand on commence à corriger une dénutrition, on peut induire des phénomènes pathologiques que nous appelons donc le syndrome de renutrition inappropriée, qui est défini comme une perturbation grave dans l'équilibre hydroélectrolytique chez les sujets souffrant de malnutrition. Donc, cette alimentation, quelle que soit sa voie, entérale ou parentérale, quand elle est commencée trop agressivement, elle va induire ces phénomènes dont le principal, en fait, premier mécanisme et qui est quasiment dans la définition du syndrome de renutrition, c'est l'hypophosphorémie. Comme vous pouvez le voir ici, donc quand on est en équilibre, en homéostasie, nous avons des aliments en l'extérieur qui vont rentrer, qui vont être phosphorylés et rester en équilibre. Quand nous avons une dénutrition, nous allons perdre ces ions, nous allons perdre le phosphate, nous allons perdre du potassium pour rester en équilibre avec la diminution de nos apports en glucose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de glucose, il n'y a pas beaucoup de phosphate et ça reste en équilibre. Mais ce patient dénutri, nous allons lui apporter du glucose en très grande quantité, plus que le phosphate cellule. Et dès que le glucose va rentrer, le phosphate va obligatoirement être couplé à ce glucose, puisque nous avons dit que à chaque fois que le glucose rentre dans la cellule, il est obligatoirement phosphorylé. Quand le phosphate va être couplé au glucose, quand le phosphate va être couplé au glucose, il va diminuer, donc nous aurons une hypophosphorémie, et donc cette hypophosphorémie va avoir des conséquences délétères sur l'organisme, des conséquences musculaires, des conséquences cardiaques, etc. En fait, c'est les phénomènes d'hypophosphorémie qui vont être à l'origine de pas mal ou de beaucoup de complications qui peuvent être mortelles. Voilà en résumé la physiopathologie du syndrome de dénutrition, de renutrition, pardon, inappropriée. Je pense que nous avons fait un petit tour de la nutrition, de son importance. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails trop compliqués vu que c'est un sujet qui n'est pas enseigné, enfin qui est peu enseigné durant notre cursus. Et donc, il faut commencer par un enseignement de base.
et peut-être que nous aurons l'occasion de revoir ces phénomènes un peu plus en détail et de détailler certaines situations particulières, telles que les sujets agressés en réanimation. Comme d'habitude, nous avons un test de connaissance à la fin. Je vous remercie de votre attention.